Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la poésie du XIXe siècle. Tout d'abord, nous allons parler des origines du romantisme. Le romantisme apparaît en Allemagne et Angleterre à la fin du XVIIe siècle, et ces auteurs s'inspirent du roman. Il se diffuse en Europe durant la première moitié du XIXe siècle et se retrouve dans la poésie, le théâtre, la musique et le roman. Mais qu'est-ce que c'est la poésie romantique? La poésie romantique est un courant culturel et un mouvement très important. Elle est caractérisée par la représentation de la subjectivité. Les œuvres expriment les sentiments des personnages, des narrateurs et de l'auteur. Dans la poésie, le romantisme et l'exaltation du sentiment de l'auteur et la nature et le divin sont des sujets privilégiés. Avec le romantisme en poésie, il est donc possible d'explorer les possibilités offertes par la poésie en essayant différentes formes de vers ou de strophes. Une certaine disharmonie va même apparaître dans certains morceaux de la poésie. Les poètes vont donc souvent se lancer dans une recherche de l'art pour l'art. Nous avons aussi des grands poètes romantiques. Par exemple, Alphonse Lamartine et Victor Hugo. Environ des années 1820 s'est produit la première révolution poétique du XIXe siècle. En effet, le recueil de poèmes d'Alphonse Lamartine, Méditations poétiques, publié en 1820, marquera les débuts de la poésie romantique en France. Lamartine crée une poésie authentique et libérée, centrée autour du moi, sujet et objet du poème, narrateur et destinataire du recueil, un écho d'impression du monde. Nous avons aussi Victor Hugo. Pour Victor Hugo, le poète romantique doit être un mage, un voyant, qui doit guider le peuple et remplir une mission à la fois politique, religieuse et poétique. Hugo publie les Odes, recueil qui laisse déjà entrevoir les thèmes hugolins récurrents. Par exemple, le monde contemporain, l'histoire, la religion et le rôle du poète. Par la suite, il s'est fait de moins en moins classique et de plus en plus romantique. Et Hugo séduit les jeunes lecteurs de son temps au fil des éditions successives des autres. En 1828, Hugo réunit sous le titre Odes et ballades toute sa production poétique antérieure. Il se lance dans les orientales en 1829. Le succès est important, sa renommée de poète romantique assurée et surtout son style s'affirme nettement, tandis qu'il met en scène la guerre d'indépendance de la Grèce, qui inspira également Lord Byron ou Delacroix. Mais la décennie de 1830 à 1840 sera pour Hugo le temps d'un romantisme plus lyrique et plus intime que celui de ses premières œuvres. La découverte de toutes choses, il va la commencer par la méditation sur soi. Ainsi, dans les feuilles d'automne, en 1830, c'est sur son enfance, sa mère, sa famille, qu'il rédige avec tendresse et mélancolie ces nouveaux poèmes. Mais sans égoïsme et sans méfravie. Pour lui, chaque souvenir, chaque portrait participe d'une plus vaste évocation. Voici un exemple. Tout souffle, tout rayon, ou propice au fatal, fait reluire et vivre mon âme de cristal. Mon âme aux mille voix que les dieux que j'adore, mit au centre du tout comme un écho sonore. Mais le plus intéressant des recueils de cette période très féconde de la carrière d'Hugo reste celui qu'il publia en 1840, Les rayons et les ombres. L'inspiration intime n'est pas absente. Nombre de poèmes y sont encore consacrés à l'enfant ou à la femme,
mais un souffle des plus vastes animes certains textes qui préfigurent sa poésie d'après 1850. La nature, par exemple, n'y est plus seulement, comme dans la voix intérieure, un autre poème de Hugo, qu'on peut voir une nature belle, généreuse, compagne, il se fait aussi puissante, inquiétante, insondable. Mais surtout, la fonction assignée au poète prend à ce texte un sens nouveau. Il n'est plus seulement le traducteur inspiré ou l'écho fidèle des voix de la nature et du monde. Il prend les visages du guide, du prophète, investi d'un message pour ses frères, ses vers, ses proches, de C. de Lamartine dans son épître à Guy Gemardy. Malheur à qui dit à ses frères, je retourne dans les déserts. Honte aux penseurs qui se mutilent. Ils en va, chanteurs inutiles, vers la porte de la cité. Le poète, en des jours sans pied, vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies. Les pieds ici, les yeux ailleurs. Peut-être, et c'est d'ailleurs cette prise de conscience d'un engagement nécessaire qui explique le silence poétique d'Hugo pendant plus de 10 ans. Il va se taire car il va se faire homme d'action, homme politique. Cruellement éprouvé en 1843 par la mort affreuse de sa fille, Léopoldine, et par l'échec de son drame épique, les Burgraves. Les poètes se lancent en effet dans une activité politique sans relâche. Quand on parle de poésie romantique, on doit parler aussi des principes romantiques. Un principe du romantisme, c'est l'expression du sentiment individuel. Je lyrique. L'acte de naissance du lyrisme romantique est en général daté de 1820, lorsque paraissaient les méditations poétiques de Lamartine. Le lyrisme évoque une manière bien particulière de s'exprimer, une manière passionnée et poétique de vivre. La poésie lyrique accueille les sentiments du poète et il utilise son nom propre, je, et les poètes expriment ses sentiments, par exemple l'amour, la solitude ou la nostalgie. La poésie lyrique doit en effet son nom à la lyre, qui, dans l'Antiquité, accompagnait ces chants. Symbole d'unité et d'harmonie, cet instrument apollonien prend dans les mythes d'Orphée une valeur pacificatrice. Capable de surprendre les supplices d'enfer, il devient le modèle des pouvoirs de la poésie et des liens étroits qui l'unissent à la destinée de la créature humaine. Il existe deux thématiques dans le lyrisme. La fuite du temps et l'invitation à profiter du moment présent. La fuite du temps est souvent appelée le tempus fugit, expression latine, littéralement le temps fuit, qui est extrait de l'œuvre du poète Virgile. La nécessité de profiter du moment présent est appelée carpe diem, qu'on peut traduire pour cueillir les jours. Cette expression est tirée d'un vers du poète latin Horace. Carpe diem, quand minimum credule postero, que l'on traduit par cueillir les jours présents sans te soucier du lendemain. Le poète lyrique paraît toujours désemparé et dans un état de souffrance où évoque la douleur provoquée par la mort ou l'absence. La nature devient un refuge par les poètes
qui la personnifie et elle devient bienveillante et complice. Il semble que le poète romantique est victime d'une sorte de malaise permanent et, pour s'échapper à un monde qui lui déplaît, il trouve naturellement refuge dans la nature. Voici un exemple du poème L'automne d'Alphonse Lamartine qui illustre très bien cette caractéristique. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure. Au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Le mouvement même de la lyrique romantique conduit les poètes à déborder son propre moi, pour prendre en charge dans son champ la nature ou l'essor de l'humanité. Aux alentours de 1830, Victor Hugo incarne, plus que tous autres, les trois domaines du lyrisme nouveau. Dramatique dans Hernani, intime dans les feuilles d'automne, épique dans Notre-Dame de Paris. Les critiques prunetières résument ce triomphe d'une formule en écrivant. Avec le romantisme, c'est le lyrisme qui pénètre la littérature entière. Pour préciser cette équivalence entre lyrisme et romantisme, il introduit un troisième terme, l'individualisme. Il résume ainsi sa pensée. Le romantisme dans notre histoire est un phénomène social, caractérisé par une tendance en tous sens à l'individualisme, et comme tel, dont la forme littéraire ou poétique ne pouvait être que le lyrisme. Le style du poésie romantique. L'innovation métrique de la poésie romantique est limitée. Les poèmes sont inscrits en mètres pairs, octasyllabes, décasyllabes, alexandrins. Cependant, l'utilisation de l'alexandrin devient plus souple. Les romantiques veulent disloquer ces rangées d'alexandrin. Même si l'alexandrin classique, do et mystiche, séparés par une césure, demeurent les plus utilisés, de nombreux poètes récurrent à l'alexandrin ternaire, appelé aussi alexandrin romantique, qui compte 3 accents d'intensité et 2 coupes au lieu d'un censure. On utilise les mêmes genres, sonnets, odes, ballades, épîtres, satires, mais les poèmes deviennent de plus en plus lyriques. Le style évolue peu, mis à part l'utilisation croissante du rejet et de contre-rejet, par Baudelaire et Lamartine, par exemple. Les poètes romantiques sont également friands d'images, comparaisons, métaphores, dont ils argumentent les écarts sémantiques, oxymores. Maintenant, nous allons parler du Parnasse. Le Parnasse est un mouvement poétique apparu en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le mouvement tire son nom du recueil poétique Le Parnasse contemporain, publié entre 1866 et 1876 par l'éditeur Alphonse Lemaire. Le terme Parnasse, dans son usage commun, désigne la poésie en général et les poètes. Le mouvement parnassien apparaît en réaction au lyrisme subjectif et sentimental du romantisme. Ces principes sont la valorisation de l'art poétique par la retenue, l'impersonnalité et le rejet de l'engagement social ou politique. L'art n'aurait pas à
à être utile ou vertueux, et le but en serait uniquement la beauté. Le slogan « L'art pour l'art » de Théophile Gautier, considéré comme précurseur, est adopté. Ce mouvement réhabilite aussi le travail acharné et minutieux de l'artiste en utilisant souvent la métaphore de l'obsculpture pour symboliser la résistance de la matière politique. Le nom Parnasse est à l'origine celui d'un massif montagneux de Grèce. Dans la mythologie grecque, ce massif était comme Delphes, consacré à Apollon, et il était considéré comme la montagne de Muse, le lieu sacré des poètes. Le Parnasse, devenu le séjour symbolique des poètes, fut finalement assimilé à l'ensemble des poètes, puis à la poésie elle-même. Le Parnasse est un groupement de poètes qui se constitue vers le milieu du XIXe siècle, autour de le conte de l'Isle. Hostile aux effusions individuelles comme aux engagements politiques, il rejette les excès lyriques du romantisme, donc la poésie sera objective et non plus personnelle, impassible et non plus passionnée. En outre, il prétend nourrir la poésie des sciences de la nature, de l'histoire et de la philosophie, pour dégager le pathétique de la vie universelle et des émotions collectives de l'humanité. Soumis à une sévère discipline de la forme et indifférent au suffrage de la foule, l'artiste trouve sa récompense dans la contemplation du beau. Donc, pour ce mouvement, le poète doit voir les choses humaines qu'on lèverait un dieu du haut de son Olympe, les réfléchir sans intérêt dans ces vagues prunelles et leur donner avec un détachement parfait la vie supérieure de la forme. Aussi, il rejette le lyrisme par l'impersonnalité et la neutralité de point de vue en refusant l'emploi de la personne je et en néantissant ainsi les sentiments personnels. Enfin, culte de la forme. Après la facilité prolixe, l'imprécision du style romantique, son incorrection parfois, idéal d'une expression plastique au contour nettement déterminé, la métrique se fait plus rigoureuse, pas de licence poétique dans la poésie du Parnasse. En plus, les Parnassiens refusent alors tout engagement politique ou social qu'ils pourraient transmettre par leur écrit. Tout ce qui est utile est laid, d'après Théophile Gautier. Aussi, ils vouent un culte à l'art par l'érudition et la maîtrise de différentes techniques pour arriver au beau. Les Parnassiens sont des poètes non engagés. Ces poètes se tournent vers la destruction du sujet inanimé comme l'architecture ou la sculpture. Les poètes parnassiens se comparent d'ailleurs souvent à des sculpteurs car ils fournissent le même travail minutieux et précis. Suivant le conseil donné par Théophile Gautier dans son poème « L'art, sculpte, lime, cicelle », les poètes du Parnasse recherchent la perfection formelle, parfois au détriment du sens. Leurs poèmes peuvent donc sembler hermétiques et élitistes. On connaît Théophile Gautier comme le précurseur du Parnasse. Au début, il était romantique. Il admirait Victor Hugo, mais après, il se distingue de ses amis romantiques par ses préoccupations formalistes, fustigeant les visions moralistes ou utilitaires de la littérature dans la célèbre préface à son roman épistolaire Mademoiselle de Maupin. C'est lui qui acugne le slogan du mouvement « L'art pour l'art ». Après, nous avons le comte de l'Isle. Il est considéré comme le chef du fil du mouvement parnassien, ou tout au moins comme le maître de nombreux jeunes poètes de cette époque.
autant par l'autorité que lui a conférée son œuvre poétique propre que par des préfaces dans lesquelles il a exprimé un certain nombre de principes auxquels se sont ralliés les poètes d'une génération regroupés sous les termes de Parnassien à partir de 1866. Avec ses idées littéraires, le conte de l'île rompt avec le romantisme et défend une doctrine nouvelle, caractérisée par quelques principes. La poésie doit rester impersonnelle. Le poète ne doit pas chanter son ego. Le poète doit privilégier le travail de la forme plutôt que se laisser aller à sa seule inspiration débridée. Il doit viser la beauté dont l'Antiquité grecque, hindoue, nordique, etc. fournit le modèle absolu. Par opposition au sentiment, la science, guidée par la raison, constitue un champ d'expression infini. Le poète ne doit pas s'impliquer dans la vie moderne. Après, nous avons José María de Heredia, un Parnassien. Né à Cuba, il est envoyé en France pour étudier. Pendant qu'il étudie, il était tellement influencé par le conte de l'île et son œuvre. Il a retourné à Cuba, mais il n'a pas pu continuer à étudier, donc il a été renvoyé en France pour continuer ses études. Là-bas, il commence à écrire de la poésie et publie dans le Parnasse contemporain dirigé par Lemare. Maintenant, nous parlerons du poète maudit. On considère parfois que le génie du poète naît de sa souffrance. Certains d'entre eux, en effet, ont puisé leur inspiration dans une existence hautement désastreuse, comme si la grandeur de leur œuvre dépendait du degré de misère de leur existence. Ce sont les poètes maudits. Ils sont devenus des figures mythiques dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est en 1884 que Paul Verlaine rédige un essai sur ces êtres incompris afin de leur rendre hommage, ignorant qu'il sera prochainement considéré comme l'un de leurs. Nous allons mentionner 4 poètes: Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Charles Baudelaire est né à Paris en 1821 dans le quartier latin. L'année de ses 6 ans, son père meurt à l'âge de 68 ans. Un an plus tard, sa mère se remarie avec le colonel Opic. Élève indiscipliné, il est renvoyé du lycée Louis-le-Grand en avril 1839. Il passe alors son baccalauréat au lycée Saint-Louis avant de débuter des études de droit. En 1843, il débute l'écriture de Fleurs du Mal. Critique d'art et journaliste, il est aussi traducteur des œuvres d'Edgar Allan Poe. En 1857, Charles Baudelaire publie son œuvre majeure, le recueil de poèmes Les Fleurs du Mal. L'ouvrage est condamné pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Avec son éditeur, Baudelaire doit payer une lourde amende et supprimer certains passages. En 1860, il publie Le Paradis artificiel. Puis l'année suivante, une nouvelle version des Fleurs du Mal, expurgée de 6 poèmes litigieux. Ce n'est qu'en 1849 que la justice réhabilitera les Fleurs du Mal. Les poètes séjournent en Belgique de 1864 à 1866 pour fuir ses dettes et y donner des conférences. Atteint de syphilis, d'hémiplégie et d'aphasie, il est ramené par sa mère à Paris, où il meurt l'année suivante de la syphilis et des conséquences de l'abus d'alcool et de drogue. Il est inhumé au cimetière Montparnasse. Héritière de la tradition classique et du romantisme,
La poésie de Charles Baudelaire annonce la modernité et fait de lui un précurseur du symbolisme, puis plus tard du surréalisme. Poète torturé et considéré comme maudit, il décrit la dualité entre le bien et le mal, la volupté et la violence, la beauté et la laideur. Non reconnu de son vivant, il ne passe à la postérité qu'après sa mort. Mais pour d'autres poètes, il est plus qu'un précurseur. Il est vu comme le maître chez Mallarmé. Pour Rimbaud, il est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Sa poésie d'une dimension musicale et même incantatoire appelle des notions impalpables. Attirant les foudres de la société par son tempérament scandaleux, il lui ôte des fleurs du mal certains vers jugés trop suggestifs, comme ceux dans l'été. Je vais longtemps plonger mes doigts tremblants dans l'épaisseur de ta crinière lourde, dans tes jupons remplis de ton parfum. Et ce serait encore plus polémique de citer ceux d'Assel qui est trop gai. Son œuvre majeure, Les fleurs du mal, est composée de 6 sections et d'un poème préliminaire ou prologue au lecteur. Au lecteur, c'est une sorte de pacte de lecture qui met l'accent sur la fraternité des hommes dans la déchéance, une fraternité des damnés, des victimes. Les hommes se sentent solidaires devant la misère, la sottise, la lâcheté, la nuit et le mal. Les fleurs du mal sont alors une sorte de voyage qui comporte 6 étapes. La première des étapes est un recueil qui comporte 85 poèmes et s'appelle Spleen et idéal. Il s'agit d'une rupture entre une aspiration vers une idéal et le spleen, c'est-à-dire la nuit. Cette section montre la misère et la grandeur de l'homme. C'est un combat éternel de l'homme sans issue. Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'homme est condamné à vivre ces deux forces. La deuxième étape s'appelle Tableau parisien et comporte 30 poèmes. Il s'agit d'une description de Paris qui est considérée comme une ville fourmillante et pleine de rêves. Là, Baudelaire montre l'angoisse du poète due au spectacle de rue, des images qui reflètent son état intérieur. C'est la multiplication de son être propre, son malheur. La troisième étape s'appelle Le vent et comporte 5 poèmes. Cette étape constitue le premier paradis artificiel. Là, Baudelaire montre la tentation de se perdre dans un ailleurs meilleur. Ce recours est utilisé par les désespérés et les idéalistes. La quatrième étape s'appelle Fleurs du mal et comporte 9 poèmes. Cette étape représente le second paradis. Il présente la luxure, le vice et les amours interdits. Baudelaire montre aussi l'homosexualité féminine qui représente la fatalité du désir. La cinquième étape s'appelle Révolte et comporte 3 poèmes. Là, Baudelaire veut montrer un monde où les tentations charnelles sont assouvies. Là, il cherche une satisfaction spirituelle. Il va rejeter Dieu qui n'a pas répondu et il va célébrer l'alliance avec Satan, qui est le prince des déchus. La 6e et dernière étape s'appelle La mort et comporte 6 poèmes. La mort apparaît comme le dernier espoir. Elle représente la salvation et la consolation. Nous allons remarquer aussi que le mal fait référence à 4 types de mal. Le mal social, le mal moral, le mal physique et le mal métaphysique. Une autre remarque importante, c'est l'explication du mot spleen. C'est un mot anglais qui désigne la rate.
En effet, on croyait autrefois, selon la théorie des humeurs d'Hippocrate, que les sentiments de mélancolie étaient d'origine physiologique et plus précisément qu'ils venaient de la bile noire sécrétée par la rate. Le mot spleen traduit donc chez Baudelaire l'ennui et le dégoût généralisé de la vie. Maintenant, nous avons le poète Stéphane Mallarmé. Il est né à Paris le 18 mars 1842 dans une famille de fonctionnaires. Il passe une enfance assombrie par la disparition de sa mère et de sa sœur. Il écrit ses premiers essais poétiques à l'âge de 15 ans, influencé par Victor Hugo, Théophile Gautier, puis Charles Baudelaire. Grâce à l'article que lui consacre Paul Verlaine dans Les Poètes maudits, il gagne une nouvelle audience et une reconnaissance élargie. En 1892 paraît Vers et prose, recueil de ses principales poésies, et 4 ans plus tard, Stéphane Mallarmé succède à Verlaine comme prince des poètes. Parmi ses œuvres les plus célèbres, nous pouvons mentionner Hérodiade, L'après-midi d'un faune et Un coup de dé. Ce poète a une vision particulièrement mystique de la poésie. Par exemple, au sonnet Annexe, nous pouvons voir que le poème est construit sur un jeu de miroirs, de sonorités et de significations. Elliptix est un mot qu'il a lui-même inventé. C'est un apax, c'est-à-dire un raccourci direct d'un mot grec. Ce mot grec signifie pli, mais un pli particulier, le pli d'un organe, d'un coquillage. Mallarmé tombe ainsi dans l'hermétisme, restreignant le plus possible le sens au lecteur, à moins qu'il n'ait à son tour une belle imagination poétique. Paul Verlaine est né en 1844. Sa famille appartient à la petite bourgeoisie. Son père est capitaine dans l'armée. Verlaine s'installe avec sa famille à Paris en 1851. Passionné de dessin et de littérature, il écrit des vers et des nouvelles à la manière d'Edgar Allan Poe. En 1858, à 14 ans, il envoie à Victor Hugo un poème de sa composition intitulé La mort. À 21 ans, Verlaine est chargé de la critique littéraire dans la revue L'Art. Il écrit des articles élogieux sur Charles Baudelaire et Victor Hugo. Là, il rencontre le Parnassien, François Coppée, Théodore de Banville, José Maria d'Heredia et les comtes de Lisle. Il fréquente les cafés et les salons littéraires parisiens. Puis, en 1866, il collabore au premier Parnasse contemporain et publie les poèmes saturniens. On y sent l'influence de Charles Baudelaire. Après, il fait la connaissance d'un certain Arthur Rimbaud, qui va bouleverser le confort bourgeois dans lequel Verlaine s'était installé. Verlaine quitte son épouse pour suivre le jeune poète en Angleterre puis en Belgique. En 1873, il blesse Rimbaud d'un coup de revolver et est condamné à 2 ans de prison qu'il purge à Bruxelles et à Mons. En 1884, il publie un essai sur 3 poètes maudits, Mallarmé, Tristan Corbière et Rimbaud, qui contribuent à les faire connaître. Avec Mallarmé, il est traité comme un maître et un précurseur par les poètes du symbolisme et par les décadents. Parmi ses œuvres les plus connues, nous pouvons trouver Poèmes saturniens, Les poètes maudits, Clair de lune, Sagesse, La bonne chanson et Romances sans parole. Nous allons finir avec le poète Arthur Rimbaud. Il est né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans une famille bourgeoise, traditionnelle et conservatrice.
Il est le deuxième de 5 enfants. Son père est militaire et sa mère est fille de propriétaires ruraux. Il obtient plusieurs prix d'excellence en littérature. En août 1870, il est attiré par l'esprit révolutionnaire qui imprègne la capitale. À Paris, ayant quitté ses études, il fréquente le café du Terme, où il connaît l'homme qui le recommande à Paul Verlaine. Verlaine reçoit avec enthousiasme ses poèmes et il devient son ami. Rimbaud s'installe alors dans le cercle familial de Verlaine. Il mènera une relation amoureuse tumultueuse avec Verlaine qui se finira mal. Verlaine, saoul à l'absinthe, lui tirera dessus et le blessera au poignet. Après l'incident avec Verlaine, Rimbaud décide d'abandonner la poésie. Son œuvre poétique est profondément marquée par sa vie surprenante et pleine d'aventures. Ses vers découlent de son expérience de vie. Ils sont imprégnés d'idées anti-bourgeoises et libertaires. Parmi ses vers les plus célèbres, on trouve Les bateaux ivres, Dormeur du mal et Voyelles. Chez Rimbaud, le poète est un voyant. On retrouve le rôle mystique du poète qui communique avec un autre monde. Il s'exclame « Je est un autre ». En réalité, il veut dire que l'œuvre n'appartient pas à l'auteur, elle se libère. Elle ne s'accomplit que par la lecture qu'en fait chaque lecteur et la réflexion qu'il y apporte. Je est à la fois poète et lecteur. Comme il est dit plus loin, j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies. Baiser montagne aux yeux des mers avec lenteur. La circulation des sèves inouïes. Et les veilles jaunes et bleues des phosphores chanteurs. Les mouvements de la fin du XIXe siècle. Nous allons parler maintenant des mouvements de la fin du XIXe siècle, le décadentisme et le symbolisme. Abordons tout de suite le décadentisme. L'idée de décadence apparaît de le Second Empire, où l'on parle de déclin. L'humiliation de la défaite de 1871 et la Commune sont présentées par de nombreux écrivains et artistes de la fin d'un monde. C'est avec la publication des essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget en 1883 que le mouvement décadent commence à se définir. Dans la partie « Théorie de la décadence », il dit « Si une nuance très spéciale d'amour, si une nouvelle façon d'interpréter le pessimisme, font déjà de la tête de Baudelaire un appareil psychologique d'un ordre rare, ce qui lui donne une place à part dans la littérature de notre époque, c'est qu'il a étonnamment compris et isolement exagéré cette spécialité et cette nouveauté. Il s'est rendu compte qu'il arrivait tard dans une civilisation vieillissante, et au lieu de déplorer cette arrivée tardive, comme la Bruyère et comme Musée, il s'en est réjoui, j'allais dire honoré. Il était un homme de décadence, et il s'est fait un théoricien de décadence. C'est peut-être le trait le plus inquiétant de cette inquiétante figure. C'est peut-être celui qui a exercé le plus troublante séduction sur une âme contemporaine. Par le mot de décadence, on désigne volontiers l'état d'une société qui produit un trop petit nombre d'individus propres aux travaux de la vie commune. Une société doit être assimilée à un organisme. Le décadentisme est disons l'opposé du dandisme du début du XIXe siècle. Le dandisme est une attitude esthétique et morale liée à l'élégance. En fait, à partir de 1813, le mot dandy désigne les élégants, ceux qui détiennent l'autorité en matière de mode. Par contre, le décadentisme, ou mouvement décadent, est une doctrine des décadents développée à la fin du XIXe siècle en France. Dès la fin du XIXe siècle jusqu'à la Belle Époque, le dandisme prend un tour paroxystique avec le décadentisme, dont une des figures emblématiques demeure le comte Robert de Montesquieu. Il a inspiré partiellement, mais incontestablement, certains écrivains pour créer des personnages, des essantes dans À rebours de Jorécal Usman, le baron de Charlus dans
à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, ou Le duc de Freneuse dans Monsieur de Phocas de Jean Lorrain. Le décadent se laisse porter par ses faiblesses, use de ses talents qu'il se plaît à mettre en scène dans le plus infâme détail jusqu'à l'outrance. Excès d'esthétisme, complaisance dans la morbidité, fascination pour le mortifère et le funèbre, cette déviation du dandysme a des effluves capiteux de tubéreuses et d'orchidées. Le décadentisme se manifeste à l'étranger, sous la plume d'Oscar Wilde, avec le portrait de Dorian Gray. Approchons maintenant le symbolisme. Il peut être défini comme le mouvement littéraire de la fin du XIXe siècle qui mit l'accent sur la valeur suggestive du langage, seul apte à déchiffrer l'univers considéré comme le symbole d'un autre monde. En 1886, 60 ans après la fondation du journal quotidien français Le Figaro, Jean Moréa y publia un article généralement considéré comme l'acte de naissance du symbolisme. Il s'agit du manifeste de symbolisme. Bien que sa portée théorique soit plutôt restreinte, ce texte eut l'avantage de fédérer des écrivains en recherche dont les visées étaient parfois fort différents. Voyons quelques paragraphes du manifeste. Comme tous les arts, la littérature évolue. Évolution cyclique avec des retours strictement déterminés et qui se compliquent des diverses modifications apportées par la marche du temps et les bouleversements des milieux. Il serait superflu de faire observer que chaque nouvelle phase évolutive de l'art correspond exactement à la décrépitude sénile, à l'inéluctable fin de l'école immédiatement antérieure. 2 exemples suffiront. Ronsard triomphe de l'impuissance des derniers imitateurs de Marot, le romantisme éploie ses oriflammes sur les décombres classiques mal gardés par Casimir de la Vigne et Étienne de Jouy, c'est que toute manifestation d'art arrive fatalement à s'appauvrir, à s'épuiser. Alors, de copie en copie, d'imitation en imitation, ce qui fut plein de sève et de fraîcheur se dessèche et serait croqueville. Ce qui fut le neuf et le spontané devient le poncif et le milieu commun. Une nouvelle manifestation d'art était donc attendue, nécessaire, inévitable. Cette manifestation, couvée depuis longtemps, vient d'éclore, et toutes les anodines facéties des joyeux de la presse, toutes les inquiétudes des critiques graves, toute la mauvaise humeur du public surpris dans ses nonchalances moutonnières ne font qu'affirmer chaque jour davantage la vitalité de l'évolution actuelle dans les lettres françaises. Cette évolution que des juges pressés notèrent par une inexplicable antinomie de décadence. Remarquez pourtant que les littératures décadentes se révèlent essentiellement coriaces, filandreuses, timorées et serviles. Toutes les tragédies de Voltaire, par exemple, sont marquées de cette allure de décadence. Et que peut-on reprocher? Que reproche-t-on à la nouvelle école? L'abus de la pompe? L'étrangeté de la métaphore? Un vocabulaire neuf où les harmonies se combinent avec les couleurs et les lignes caractéristiques de toute renaissance. Nous avons déjà proposé la dénomination du symbolisme comme la seule capable de désigner raisonnablement la tendance actuelle de l'esprit créateur en art. Après, il explicite: la poésie symbolique cherche à vêtir l'idée d'une forme sensible qui, néanmoins, ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'idée, demeurait sujette. Parmi les caractéristiques, nous avons que le symboliste s'incline devant le mystère universel qui ne peut être que sacré. La notion de religion est prépondérante et l'on retrouve souvent des allusions à la mythologie. Pour mieux plonger dans ce monde supérieur, correspondant avec le monde sensible, il joue du subconscient et du rêve. Ainsi, par description de paysages intérieurs, les poètes symbolistes traduisent leur impression. Ils n'utilisent pas seulement le symbole, ils se servent aussi de la métaphore et de l'allégorie. Au lieu de nommer un objet, ils tenteront plutôt de rendre compte de l'impression que nous donnerait sa présence ou son absence. Faisons attention à ce poème de Mallarmé, avec comme pour langage
rien qu'un battement aux cieux, le futur verse et dégage, du logis très précieux. Et il tout bas la courrière, cet éventail si c'est lui, le même par qui derrière, toi, quelques miroirs à lui, limpide, où va redescendre, pour chasser en chaque grain, un peu d'invisible cendre, sur la mérendre chagrin. Toujours, tel il apparaisse, un traitement sans paresse. Avez-vous compris de quoi il parle? Ajoutons le titre et la réponse sera affichée aussitôt. L'éventail de Madame Mallarmé. Les écrivains. Des écrivains tels que Huysmans, Verlaine, Villiers, Charles Cros et Jules Laforgue ont renouvelé le fond et la forme des genres poétiques et narratifs. En plus, dès 1880, les mardis du Salon littéraire de Stéphane Mallarmé ont consacré le climat spirituel, un président à l'initiation de nouveaux adeptes de la beauté, tandis que les mouvements de Jean Moréa, le romanisme et Charles Maurras, le naturisme, se sont éloignés progressivement du symbolisme. Mallarmé s'est attaché à définir l'esthétique idéaliste du nouveau courant dans l'article « Divagation » 1897 et dans l'avant-propos du traité du Verbe de René Gil 1886. Parmi les ardents symbolistes les plus reconnus, on peut mentionner Rémy de Courmont, les poètes Laurent Taillade, Gustave Camp, inventeur des vers libres, Henri de Régnier, vieux écrivain, les Belges Verhaeren et Maeterlinck, de même que André Gide. La diffusion du symbolisme. Même si ce mouvement s'est inspiré du romantisme allemand et du préraphaélisme anglais, il est né comme un rejet absolu contre la poésie descriptive du Parnasse, contre le naturalisme de Zola et le réalisme de Flaubert, ou encore contre le romantisme social de Victor Hugo. Le symbolisme a trouvé en France, parmi les appelés décadents et hermétiques, des héritiers de l'illuminisme de Nerval. Mais ce courant n'a pas tardé à se répandre partout dans le monde, particulièrement en Russie avec Balmont et Bloch, en Angleterre avec Oscar Wilde, en Belgique avec Rodenbach, et en Amérique latine avec Manuel Gutiérrez Nájera du Mexique, José Martí du Cuba ou Rubén Darío de Nicaragua, et même au Japon.